Bref, nous avons, pendant 8 mois, nous avons bien travaillé ensemble. Jusqu'au mois d'août 2006, nous avons bien travaillé ensemble, jusqu'à la venue du secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Kofi Annan, à Yamoussoukro. Nous avons bien travaillé ensemble. Jusqu'en septembre 2007, c'est ça, non? Donc 2006, où nous sommes rendus à New York pour apprécier l'évolution du processus. Nous avons bien travaillé ensemble. Et au bout de 2 ans, finalement, le président Gbagbo, avec certains de ses conseillers, décide donc de ramener le dossier ivoirien, on va dire, sur une table ivoirienne. Jusqu'à présent, on avait considéré que c'est un dossier qui était géré ou sous-traité de l'extérieur, l'ONU, la France. C'est pas mon position. C'est pas votre avis? Non, c'est pas mon avis. Mais l'un des arguments qui a été avancé justement par Laurent Gbagbo était qu'il fallait que les Ivoiriens se réapproprient le processus de paix, oui, et qu'ils le fassent avancer, d'où la décision de parler directement avec ceux qui avaient pris les armes, donc les forces nouvelles, pour négocier directement avec leur chef, qui est Guillaume Soro. À partir de ce moment-là, vous vous retrouvez un petit peu à l'écart de ce processus. Expliquez-nous concrètement comment vous vivez cette situation-là. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Non, c'est pas comment j'ai vu cette situation, c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce que vous avez dit, réappropriation. Ce terme, c'est moi qui l'ai introduit. C'est moi qui l'ai introduit dans le processus. J'ai effectivement considéré que cette affaire de sortie de crise était une affaire d'abord des Ivoiriens. Qu'il fallait qu'il y ait une implication, une espèce de... que l'on rapatrie tout le processus en Côte d'Ivoire. Et la première des choses que j'ai faites, c'est de constater d'abord que toutes les réunions qui se passaient alors se sont déroulées en dehors de la Côte d'Ivoire. Partout dans le monde, sauf en Côte d'Ivoire. Les responsables ivoiriens étaient d'accord pour se réunir partout dans le monde, sauf chez eux. Et il fallait donc, dans le processus de ramener la confiance, que mes compatriotes leaders politiques acceptent de tenir une réunion sur leur pays, dans leur pays. C'est ce que nous avons fait. En février 2006, ce n'était pas rien. Après, cette réunion avait été saluée par tout le monde comme un grand succès. Je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi. On disait que pour moi, c'était une évidence. Donc, c'est le processus de rapatriement de questions en Côte d'Ivoire et l'appropriation par les Ivoiriens. Donc, cette notion d'appropriation par les Ivoiriens, ça me tenait à cœur. C'est d'abord l'affaire des Ivoiriens. Aujourd'hui, ça me tient encore à cœur. Il faut que les Ivoiriens s'occupent de leurs problèmes eux-mêmes. Ils ont suffisamment de talent, à condition qu'ils aient la volonté et la confiance. Et cette confiance-là, comment la ramener? Par les rapports qu'on peut entretenir avec les uns et les autres, par le dialogue. Par le dialogue, il y avait... à l'époque, il y avait de vos confrères qui avaient titré la méthode Bani. La méthode Bani, c'était de ramener la confiance entre les acteurs politiques ivoiriens et en Côte d'Ivoire. Et bon, l'un des exemples, c'est la réunion dont vous avez parlé. Un autre exemple, c'est rendre visite aux protagonistes. La fois où je suis allé à Bouaké, Bouaké était considéré comme comment disait le président, c'était derrière le rideau de fer. Le rideau de fer. Eh bien, qui est allé à Bouaké le premier? Je suis allé à Bouaké. Qui a ramené Soro à Abidjan? C'est moi qui ai ramené Soro à Abidjan. Soro n'était pas venu à Abidjan depuis longtemps avant que je ne vienne. Voyez-vous, ces éléments-là vous paraissent aujourd'hui évidents, mais ce n'était pas évident du tout. Bouaké, c'était le goulag. Alors même que Bouaké est à 300 km 400 km d'Abidjan. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faudrait mettre bout à bout, créer un puzzle de confiance, de telle sorte qu'on puisse, disons, réaliser ce qui était contenu dans la feuille de route. Et cette réappropriation du processus dont on parle, oui, contribue donc à vous mettre à l'écart de ce processus? Non, pas contribuer, mais peut être à l'écart du processus. Cette appropriation ne conduit pas. Voyez-vous, comme je le disais tantôt, je suis arrivé dans ce processus comme un intrus politique. Un intrus politique. Donc, il fallait, pour les uns et les autres,
que la mission réussisse, mais pour la plupart d'entre eux, si la mission réussissait, alors le bénéfice reviendrait au Premier ministre qui avait réussi à ramener la paix. Donc c'est ça qu'on doit considérer. Nous sommes dans un exercice politique, n'est-ce pas? C'est-à-dire de conquête du pouvoir. Certains vous ont d'ailleurs soupçonné de vous servir de ce poste de Premier ministre comme tremplin. Pourquoi vous dites soupçonner? L'argument qui a été avancé... Répondons à cela. Répondez un peu à cela. Qui a le monopole de pouvoir prétendre à exercer les fonctions éminentes en Côte d'Ivoire entre les citoyens de la même catégorie? Sauf que, dans les conditions qui étaient les miennes, un contrat avait été signé par moi, selon lequel, si j'arrivais à organiser ces élections, je ne serais pas candidat. Je suis un homme de parole. Donc, il n'était pas question pour moi d'être candidat aux élections. Mais est-ce que cela suffisait à convaincre ceux qui pensent que l'essentiel, c'est le pouvoir? Donc, vous voyez bien que les plans B, les arrière-pensées politiciennes des uns et des autres étaient de nature à ne pas faciliter les choses. Les choses. Et vous partez de la BCEAO, qui est quand même un poste que vous occupez et où vous êtes tranquille. Hein. Je veux dire, on va dire tranquille par rapport au marigot dans lequel vous plongez en Côte d'Ivoire. Donc vous quittez, on va dire, un poste tranquille, le mot n'est pas exact, mais un peu plus tranquille que le poste de Premier ministre de Côte d'Ivoire dans la situation que vous avez évoquée tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous motive? Mais l'intérêt, comment dire ça, la situation de mon pays. La situation de mon pays. Le sentiment que j'étais en mesure d'apporter quelque chose, je le crois toujours d'ailleurs. Je ne peux pas comparer ça à une situation administrative aussi éminente soit-elle, n'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous que j'attende que tout soit net avant de rentrer dans mon pays? Je suis appelé à apporter ma contribution à un moment difficile de l'histoire de mon pays. Eh bien, on ne réfléchit pas dans ces conditions-là. Je suis venu pour aider mon pays à sortir de cette situation. Sans aucune ambition politique. Mais les ambitions politiques, on a le temps de les affirmer. Hier comme aujourd'hui, comme demain. Mais au moment où je venais, ce n'était pas ça mon rôle. Ce n'était pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, c'était de faire en sorte que la Côte d'Ivoire sorte de cette situation dans laquelle les hommes politiques l'ont mise. Et ça, je considère que cela dépasse toute autre considération. Sortir la Côte d'Ivoire de l'ornière. De cette situation. Et depuis que vous êtes parti donc de la primature, vous êtes rentré de plein pied dans la politique ivoirienne, en militant notamment dans le PDCI RDA. Quelle est votre situation dans ce parti? Vous avez pris votre carte, vous êtes définitivement membre adhérent? Cela fait des années, vous n'étiez pas né quand j'ai pris ma carte. Donc vous avez toujours été militant PDCI, mais vous n'avez jamais exercé, on va dire, des fonctions officielles à l'intérieur de ce parti. Voyez-vous, vous allez me permettre de rafraîchir la mémoire des Ivoiriens, parce que les rumeurs et les fausses nouvelles ont la vie longue. J'étais membre du bureau du comité directeur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dans les années 80. Voyez-vous, à l'époque, c'était encore le parti unique